Bonjour Charente, bonjour à toutes et à tous. Dès le commencement, dès la salutation au fleuve Charente, à qui je m'adresse ici, la question est posée. Qu'est-ce que la Charente? Qui est Charente? Ce nom donné, ce nom inscrit dans les mémoires comme sur les cartes, est-il le vrai nom de ce fleuve? Comment Charente est-il porté par le fleuve? Un tel nom propre correspond-il à une personne? Peut-on considérer que Charente soit un nom propre pour une personne? Un nom humain a-t-il un sens par rapport à tout ce qu'est un fleuve en général, et ici Charente à Cognac en particulier? Charente est-il le nom propre d'une personne, ou Charente est-il plutôt un nom propre pluriel, comme celui d'une famille, d'une pluralité d'êtres liés les uns aux autres? Ou est-ce encore autre chose qu'un nom propre ou un nom commun qui est convoqué lorsqu'on appelle Charente? Charente, même en tant que fleuve, n'est pas une simple chose délimitée dans l'espace et une seule réalité géographique d'un cours d'eau qui prend sa source à Chéronac en Haute-Vienne et qui se jette dans la mer à Port-des-Barques. Charente est une multiplicité. Il, elle, iel est un être collectif, un ensemble de milieux, un réseau d'espèces interdépendantes, un système complexe de relations actives et mouvantes. Il faudrait donc dire et écrire Charente avec un S, pour dire dans son nom, pour conjoindre dans un appel tous les vivants avec leur milieu. Les poissons cachés entre les pierres, comme les insectes glissant sur la surface plissée, les plantes couchées par le courant comme les champignons dérivants, les roches rongées comme les troubles de l'air, le lit creusé comme l'eau fendue par les piles des ponts ou retenue par les écluses. Mais cela suffirait-il? Comment rencontrer une telle foule à qui je m'adresse d'abord par le regard et qui file devant moi dans un murmure si rude? Cette foule me rend-elle mon regard? Et quand je l'appelle Charente, que je la salue et que je l'interpelle ainsi sur mon incapacité à savoir comment lui parler, peut-elle me répondre? Peut-elle seulement m'entendre? Et quand bien même pourrait-elle m'entendre et me répondre? Puis-je engager un dialogue sans un langage commun? Faudrait-il abandonner tout langage qui nomme pour se mouvoir et s'émouvoir selon l'allure de Charente? Se laisser porter et prononcer par cette multiplicité et donc être interpellé par le fleuve en suivant son cours. Ce désarroi dont je témoigne ici pour parler à Charente qui s'ouvre quasi muette devant moi, cette désorientation qui m'empêche de me situer alors que je flotte sur un radeau au moment où la crue monte, est actuellement notre condition commune. Celle de la coupure du lien au lieu. Depuis l'avènement de ce que l'on appelle modernité, celle de l'objectivité, de la scientificité, du rationalisme, mais aussi du matérialisme, du pragmatisme, de l'utilitarisme, et encore du capitalisme, de l'industrialisme, du consumérisme. Depuis l'avènement de cette modernité, donc, mais peut-être depuis l'apparition de l'écriture, le lien au lieu est coupé. C'est-à-dire que nous considérons que le lieu est extérieur à notre être. Nous vivons ainsi la plupart du temps comme si nous n'étions nulle part. Dans le sens où le lieu où l'on est indicatif, anecdotique, transitoire entre deux déplacements. Il n'a pas d'existence propre, ni d'épaisseur, ni de rayonnement. Il ne participe pas de notre existence. Alors que l'existence est le fait d'être hors de soi. D'être humain,
d'être soi, parce que notre être est toujours déjà hors d'eux. En un mot, pour être, il faut avoir lieu, ou plutôt être lieu. Non pas seulement être avec le lieu, mais selon le lieu. Le lieu est l'expression de notre relation singulière à un milieu qui fait sens pour nous. Pour le comprendre, il faut sans doute abandonner tous les dualismes, à commencer par l'être et le lieu, mais aussi l'être et le devenir, la matière et la forme, l'âme et le corps, l'imagination et la raison, etc. On s'apercevra alors que Charente n'est pas réductible à une chose extérieure à notre être, que ce n'est pas une matière soumise à une forme qui lui donne ses limites et en rend raison. De même, il deviendra beaucoup plus difficile de considérer que c'est avant tout une réalité objective dont on doit maîtriser le cours pour naviguer, utiliser la force pour produire, endiguer les variations pour préserver les champs comme les rues, gérer les nuisances pour assurer la consommation touristique. Au-delà des dualismes, c'est aussi d'un décentrement dont nous avons besoin. Un décentrement qui commence par la remise en question de l'ethnocentrisme, qui donne une supériorité et une centralité à notre culture, non seulement parce qu'elle est la nôtre, mais parce qu'elle se targue de la conquête du monde, de l'humanisation de la nature, de l'émancipation de la nécessité, du triomphe de la volonté et de la raison. Alors que nous savons désormais, après tant de catastrophes, de désastres et de pollution, que notre culture est mortelle, comme toutes les autres dans l'histoire humaine. Mais nous savons surtout que la puissance qui nous a enivrés est aussi la plus terrible des misères, la plus délétère des performances, le plus vain des triomphes. Un tel décentrement serait incomplet et insuffisant sans une critique fondamentale de l'anthropocentrisme. Que l'on place l'homme à l'extérieur de la nature, au centre de la nature ou dans la nature, tant qu'on lui accorde une extériorité et une supériorité ontologique par rapport au reste du vivant comme des milieux, l'anthropocentrisme n'est pas dépassé. Or, l'humanité est relative, c'est-à-dire qu'elle est définie à travers les relations au milieu humain, mais aussi aux autres espèces et à leur milieu, à la biosphère en général, comme au cosmos. L'humanité est ainsi un certain mode d'existence du vivant, selon des milieux qui expriment un lien au lieu de manière à la fois écologique, technologique et symbolique. C'est ce que veut dire habiter le monde. Ainsi devant Charente, qui me porte, qui m'entoure, qui déborde, qui entraîne ce qu'elle peut arracher à l'organisation humaine, il s'agit de renouer le lien avec le lieu, de renouer avec le fil de l'eau, de sentir de nouveau les flux de l'existence, de ce qui est hors de nous et qui nous fait diversement humaines, humains et toujours des êtres plus qu'humains. Autrement dit, il s'agit de réhabiter ce que l'on n'habite plus, parce que nous ne sommes plus habités par le lieu, par le fleuve, par les multiplicités naturelles avec lesquelles nous composons de toute façon. Pour rencontrer Charente, changer notre manière de parler, d'appeler, de questionner, de répondre, serait une voie intéressante. Mais il faudrait alors revoir la prosodie, la grammaire, la logique, la prédication, pour inclure le tiers qui est exclu, pour mettre au centre la relation, pour parler par multiplicité,
pour suivre dans le dire autre qu'humain. Alors, je ne serai plus devant ou sur la Charente. Le fleuve ne serait plus en crue, mais plutôt Charente m'élève ou me porte, et le fleuve sans crue. Mieux encore, l'élévation ou la portance de Charente m'ouvre et l'encruement sans fleuve. Quoi qu'il en soit, un autre rapport au son non prononcé comme au silence devrait s'instituer aussi. Non pas comme une absence de parole, mais une parole autre, inintelligible apparemment, tout en étant une sorte d'éloquence de l'interpellation. C'est aussi une toute autre pensée de la technique qu'il faudrait impérativement élaborer, en la considérant comme humaine et naturelle, irréductible à l'utilité, à la puissance, à la vénalité. Cela signifie considérer que la technique n'est pas exclusivement ce qui arraisonne le fleuve à la volonté humaine, ce qui le somme de suivre un tracé, ce qui lui extirpe qualité, énergie et ressources, mais c'est aussi ce qui peut s'allier au fleuve pour concilier les intérêts de la multiplicité vivante, ce qui peut remédier, réparer, réensauvager. Il n'est pas question d'un bon usage, ni du fleuve, ni de la technique, mais d'une autre technique pensée, construite, organisée selon le fleuve. C'est-à-dire partant de ce qu'il est dans sa complexité et sa mouvance, qui sait entrer en résonance avec lui, qui sait aussi se retirer ou s'abstenir quand il le faut pour que le cours des choses se fasse de lui-même. Non plus un aménagement par les fonctions et les utilités, mais un ménagement par les multiplicités et les relations. Nous avons enfin besoin d'un autre imaginaire fluvial, d'autres fictions du territoire, pour le dire, mais surtout pour le chanter, le rêver, le fabuler. Aujourd'hui, nous sommes coupés du fleuve par une fiction totale instituée, celle du capitalisme, du marketing territorial, du tourisme de masse. La contre-fiction possible n'est pas forcément le grand récit de la catastrophe, de l'apocalypse, de l'effondrement, de la fin des fins, ni même celui de l'Anthropocène. Peut-être celle des microfictions granulaires, des géopoèmes sinueux, des fluvio-niries renoués. Peut-être aussi celle des chants écartés, des magiciens, des herméneutes, des sorcières, des sourciers. Peut-être encore celle des gestes simples, des cohabitantes et cohabitants, qui prennent soin de ce qui importe à leur existence dans une main ample, un regard tendu, une inspiration haletante, une bouche aérienne, là, au bord, sur la rive blanche ou sur les planches écaillées, laissant aller, sans jalousie, les fins cormorans et le ragondin prendre le soleil. Ou là encore, en irriguant à travers les haies bruyantes, sans assécher, l'élan. Le besoin de lutter pour le fleuve, avec lui, selon lui, ou plutôt à travers Charente, sera toujours nécessaire. Il ne faut pas s'y tromper. Il y aura des frictions, des tourbillons, des débordements, des dissensus et des conflits d'intérêts sûrement. Exploiter, dominer, approprier, manipuler, faire comme si, en reprenant les idées et les chants, perdurera à coup sûr. Il faudra lutter contre eux, mais avant tout contre notre aveuglement, contre notre insensibilité à ce qui nous fait.
contre notre propension à faire primer par-dessus tout les intérêts humains, qui sont le plus souvent les intérêts de quelques-uns, devant se concrétiser ici et maintenant, dans le fracas du grandiose ou de la répression, comme dans le silence de l'intoxication au consentement. Il faudra donc une toute autre politique et un tout autre droit pour reconnaître, négocier, parlementer avec les autres qu'humains. Et cela à travers de nouvelles assemblées où leurs représentants, leurs gardiens, leurs diplomates, leurs avocats, leurs alliés prendront la parole au nom de ce nous élargi à ce qui est autre qu'humain. Mais il faudra en même temps transformer les valeurs pour réapprendre à vivre autrement que mutilés du reste de ce que nous sommes, en nous laissant appeler et nommer par ce qui nous transporte. C'est en tout cas ce qui pourrait avoir lieu si nous le voulions. Merci Charente de m'avoir peut-être écouté et peut-être entendu par les mots de cette conférence ou par tout ce qui autour leur donne sens. Merci à toutes celles et ceux sans qui nous ne pouvons être humains et habiter le monde.